Bonjour. Bonjour. Je vous demanderai de vous asseoir. On va commencer. Donc, merci d'être venu nous écouter en grand nombre pour vous parler des pistes organisationnelles et cliniques pour mieux desservir les personnes qui présentent un trouble persistant. Donc, et on va avoir là, on est très chanceux aujourd'hui d'avoir des personnes qui travaillent dans les services pour nous parler de leur vision de ces services-là. Donc, je vous les présente. Geneviève Pilon, qui est coordonnatrice clinique au Centre de traitement des dépendances Le Rucher. Elle travaille là depuis 2006. Criminologue de formation, elle a travaillé quelques années en maison de transition. En accompagnant des résidents dans leur établissement, elle apprécie les voir reprendre leur pouvoir sur leur vie, se responsabiliser et augmenter leur estime, faire des choix pour atteindre leurs objectifs. Hélène Deblois, éducatrice spécialisée, également détentrice d'un bac en psycho. Elle a travaillé au Centre Le Rucher depuis 2004. Clinicienne dans l'âme, elle aime écouter les résidents, elle est fascinée par leur résilience au quotidien. C'est vraiment la souplesse, l'humanité et la créativité du milieu communautaire là, qui ont fait en sorte qu'elle a choisi de faire sa carrière à cet endroit-là. Amélie Brousseau, elle est détentrice d'une maîtrise en psychoéducation et d'une maîtrise en gestion des organisations. Elle travaille en dépendance depuis près de 25 ans. Elle a travaillé dans le réseau communautaire et dans le réseau public où elle a occupé des postes d'intervention, de gestion. Et aujourd'hui, elle est ici à titre là, de chef de service externe en toxicomanie pour la zone nord du CIUS de la Mauricie, centre du Québec. Et je me présente, Myriam Beaulieu, je suis psychoéducatrice de formation et nouvellement là, professeure adjointe à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Et dans le cadre de mes projets de recherche, je m'intéresse à l'adaptation des services pour mieux soutenir le rétablissement des personnes qui présentent un parcours au long cours. Donc, aujourd'hui, on vous présente donc brièvement, là, on va circonscrire ce qu'on entend par trouble d'usage de substances persistantes. On va parler aussi de présenter là, très brièvement un modèle d'aménagement qu'on a développé dans les services en dépendance et on va pouvoir entendre là, Amélie, Geneviève et Hélène nous parler de leurs réflexions par rapport à leur façon de concevoir les services. On a plusieurs données qui nous indiquent que pour une bonne proportion de personnes, là, le trouble d'usage de substances, c'est un problème qui va persister dans le temps. On a d'abord les données de M. White, qui a fait une large recension des écrits, qui nous indique que 5 ans après avoir reçu des services en dépendance, c'est environ 50% des gens qui vont mieux, hein, qui ne présentent plus les critères diagnostiques du problème. Par contre, c'est aussi dire que pour l'autre moitié, bien, le problème va persister dans le temps. On a aussi les données de SAMHSA, donc par exemple pour l'année 2017 aux États-Unis, qui nous indiquent qu'il y a environ 66% des gens qui n'en étaient pas à leur première demande d'aide dans les services et 15% qui en étaient à leur 5e traitement. Et on a une étude de trajectoire de Fleury de ses collègues qui nous rapporte que pour 35 à 54% des gens, la durée moyenne entre la première année où il y a une apparition des critères diagnostiques et la première année où il y a une absence de critères diagnostiques serait de 17 ans. Donc, 17 ans, c'est un long parcours. Donc, tout ça nous parle finalement de la persistance dans le temps, comment ce problème-là va persister pendant plusieurs années. Donc, justement, pour venir caractériser cette trajectoire-là qui est persistante, il y a plusieurs auteurs qui vont utiliser le terme chronique, hein, chronicité. Pour ma part, je préfère parler de personnes qui ont une problématique au long cours ou de persistance. Ça me fera plaisir d'exposer ces raisons-là si jamais il y en a qui ont des questions. La trajectoire d'une personne qui présente un trouble persistant, elle est ponctuée par différentes phases, hein, des périodes répétées de traitement, des périodes aussi d'amélioration, des périodes de maintien, de bien-être, mais aussi des périodes parfois de retour à une consommation problématique. Donc, une trajectoire qui va être changeante. Quand on va comparer les personnes qui ont une problématique d'usage persistante avec
l'ensemble des gens qui ont une problématique d'usage, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui présentent un profil au long cours ont une plus grande sévérité clinique du trouble, présentent aussi une plus grande complexité, une concomitance avec évidemment des problématiques de santé mentale, mais aussi, on oublie parfois, problématiques de santé physique et problématiques de santé, pas de problématiques, mais des aspects judiciaires. C'est des personnes aussi qui vont présenter une plus grande vulnérabilité, qui vont avoir vécu parfois différents événements traumatisants au cours de leur enfance, au cours de leur vie adulte. Et finalement, ce sont des personnes qui vont présenter un capital de rétablissement plus faible, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de ressources pour se rétablir. Pour venir réfléchir à la façon dont on devrait organiser nos services, il y a Roche et ses collègues qui ont élaboré un modèle qui est composé de 3 grandes dimensions. Première dimension, c'est l'acuité. Donc, l'acuité, c'est la façon dont on va organiser nos services en période de crise, hein, dans l'urgence, quand la personne ne va pas bien. C'est de cette façon-là actuellement que nos services en dépendance sont organisés. Ensuite, on a la notion de complexité. Donc, on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt et de préoccupations là, pour améliorer la complexité entre santé mentale et dépendance, qui est très, très bien, mais il ne faut pas oublier aussi toute la concomitance qu'on peut retrouver entre santé physique et les aspects judiciaires. Et finalement, on a la question de la durée. Hein. Nos services, malheureusement, en dépendance, actuellement, sont d'une durée très, très courte, hein, généralement moins de 6 mois, ce qui peut correspondre à des gens qui ont une problématique plutôt transitoire. Par contre, pour des personnes qui ont une problématique au long cours, ce n'est pas forcément ce qui est optimal. Et justement, il y a plusieurs auteurs, un large consensus d'auteurs, de chercheurs, de cliniciens qui pensent que les gens devraient recevoir, les personnes qui présentent ce profil-là devraient recevoir des services au long cours. On a d'ailleurs fait une méta-analyse qui vient comparer l'efficacité des traitements au long cours, donc des traitements d'au moins 18 mois, avec des traitements qu'on offre habituellement, une durée habituelle. Et on note là, que on remarque 24% plus de chances, les gens qui ont reçu ce type de traitement-là, ont 24% plus de chances d'être abstinentes ou de consommer de façon modérée que celles qui ont reçu un traitement habituel. Donc ici, j'attire votre attention sur le fait que ce sont des indicateurs là, extrêmement conservateurs, hein, très américains aussi, donc d'abstinence, des mesures dichotomiques qui ont été prises à la fin du traitement. Donc on pense que si les indicateurs avaient été un petit peu plus nuancés et probablement un petit peu plus centrés sur des indicateurs de bien-être, par exemple, les pourcentages auraient été beaucoup plus élevés. Donc, une fois qu'on sait qu'on doit intervenir à plus long terme auprès des personnes qui présentent un trouble d'usage persistant, il reste qu'après, on peut se demander, bien, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Hein? Intervenir au long terme, au long cours, ça ne veut pas forcément dire avoir la personne dans son bureau chaque semaine pendant des années et des années. Donc, qu'est-ce qu'on fait différemment dans nos services? Donc, c'est vraiment pour répondre à ces questions-là qu'on s'est assis avec des gestionnaires, des cliniciens de 7 centres de réadaptation en dépendance pour réfléchir aux aménagements, donc aux adaptations à apporter sur le plan organisationnel et clinique. Donc, ça nous a amené à élaborer ce modèle-là que je vais vous présenter très, très brièvement dans quelques instants. Donc, un modèle qui a été réfléchi sur la base des 3 grandes dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure, donc la notion de durée, d'acuité et de complexité. Donc, sur le plan de la notion de la durée, le mot d'ordre ici, c'est vraiment de travailler dans une optique de continuité. Continuité sur le plan relationnel, en travaillant au niveau de l'alliance avec l'équipe traitante ou avec l'intervenant, mais aussi l'alliance sur le plan
renforcer l'alliance avec l'institution où la personne va recevoir les services. On a aussi la notion de continuité sur le plan clinique. Donc, tout ça dans le but de faire en sorte que la personne ne vive pas un éternel recommencement chaque fois qu'elle revient dans les services. Donc, de réfléchir à des façons pour intervenir aussi en dehors des périodes de crise, travailler au moment où la personne va bien, par exemple, de relancer après des épisodes de soins plus intensifs. Donc, différentes propositions qui allaient dans cet ordre-là. On a aussi, pour la notion d'acuité variable, on se rappelle que les personnes qui présentent un profil au long cours vivent différentes phases, des phases dans lesquelles vont aller mieux, d'autres phases, des périodes plus difficiles de crise, de retour de la problématique. Donc, l'offre de service doit être capable de s'adapter de façon je manque de souffle, doit s'adapter de façon souple et variée pour répondre à cette intensité-là changeante. Donc, pour ça, c'est certain qu'on va offrir une variété de stratégies, de modalités d'intervention en fonction du niveau d'intensité. Mais pour être capable de faire ça, il faut déjà avoir la souplesse administrative pour le faire. Donc, on doit réfléchir à la façon dont le calcul des charges de cas est fait ou encore à toute la trajectoire administrative dans laquelle on impose à la personne de revenir dans les services. Est-ce qu'on développe, par exemple, un outil d'évaluation un petit peu plus abrégé, par exemple, pour pas que la personne ait à repasser un IGT au complet chaque fois qu'elle revient dans les services? Pour ce qui est de la notion de complexité, ça repose d'abord d'un côté sur une bonification de la programmation en dépendance. Il y a des choses qu'on peut faire en dépendance pour mieux répondre à la complexité des personnes qui viennent dans nos services. Par exemple, d'intégrer des questions qui sont interreliées à la dépendance. La notion de trauma, par exemple, ou comment on peut mieux travailler avec les membres de l'entourage de la personne. Mais c'est sûr que ça passe beaucoup par l'amélioration de la coordination, la concertation avec l'ensemble des partenaires du réseau. C'est vraiment une thématique qui a été largement abordée par les gens qu'on a rencontrés. Et finalement, thématiques ici qui sont un petit peu plus cliniques. Donc, 4 éléments vraiment importants à retenir. Donc, établir une relation de partenariat avec la personne, travailler avec une optique d'approche holistique, voir la personne vraiment dans sa globalité. On travaille aussi avec les forces de la personne, on recadre l'expérience de la personne pour la situer dans un long parcours et finalement, l'idée de renforcer l'autonomie de la personne, de développer les capacités de la personne pour qu'elle puisse gérer sa problématique le plus possible. Donc, tout ça nous amène finalement à un modèle, donc un modèle qui n'est pas la finalité, mais plutôt un point de départ pour continuer à réfléchir à nos services. Et donc, je passe maintenant la parole à Amélie qui va nous parler de sa réalité. Merci. Soyez indulgents. C'est pas arrêter, effacer. Par égard pour mes collègues, je vais me timer parce que ça va mal finir. Soyez indulgents. J'ai beaucoup trop d'affaires dans les mains pour mes capacités en ce moment. Donc, je suis chef de service, moi, dans la vie. Donc, non, on est bon quand on est chef de service, mais je fais pas de présentation avec des gogos comme ça. Donc, nous, je vais vous parler, dans le fond, à Mauricie-Centre du Québec, de quelle façon on a décidé d'adresser ça, la situation des usagers qui ont des troubles persistants. Donc, on a fait un sous-programme qui s'adresse précisément à ces usagers-là. Pourquoi qu'on a fait ce sous-programme-là? Parce que, dans le fond, les équipes d'intervention, depuis plusieurs années, manifestent une préoccupation par rapport aux usagers qui reviennent constamment en traitement. Ils ont l'impression de pas bien les aider avec les programmes qu'on avait auparavant, puis ils ont l'impression que les usagers vivent constamment des situations qui les mettent en échec. Il me semble que je sonne drôle, hein? C'est dans ma tête?
OK, c'est dans ma tête. Donc, il y a le plan d'action interministériel aussi en dépendance qui est venu cibler cette population-là, donc des gens qui ont un trouble chronique, comme une population particulière qui méritait des interventions particulières. Puis ils ont recommandationné aussi qu'il y ait vraiment des programmes ou des interventions qui considèrent les usagers qui avaient des troubles persistants. Et il y a les recherches, comme Myriam, il y en a eu d'autres aussi qu'on a consultées qui conseillaient d'adresser vraiment le trouble persistant d'une façon un peu différente. OK. Ça, c'est notre programmation adulte. Dans le fond, je ne reviendrai pas sur tous les petits carrés. Je reviens juste sur le carré bleu pour vous dire que le trouble persistant, c'est une petite partie de l'ensemble de notre programmation adulte. Donc, ce n'est pas notre majeur, mais on trouvait ça important quand même de l'avoir. Les particularités du sous-programme, il y en a plusieurs. Premièrement, nous, ce qu'il faut savoir, contrairement au portrait que Myriam faisait, c'est qu'on s'adresse aux persistants. Donc, vraiment, les gens qui sont au bout de la courbe normale de la persistance, là, les persistants qui sont dans un profil de chronicité, pour qui la consommation risque malheureusement de faire partie de leur vie, toute leur vie. On a commencé par ceux-là parce qu'il fallait bien commencer quelque part, puis on voulait faire quelque chose, mais en même temps, on ne voulait pas non plus trop achalander les services. On a un processus d'admissibilité aussi. On a noté des indices de persistance là, que Myriam a identifiés. On demande qu'avant l'inscription dans le sous-programme, il y ait un échange clinique avec un SAC, un spécialiste en activité clinique, ou avec un chef de service pour vraiment déterminer que c'est pertinent d'inscrire cette personne-là dans le programme. La longueur de l'épisode de soins, Myriam en a parlé, donc l'épisode de soins est plus long qu'un épisode de soins standard dans nos services, peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. Les évaluations, on recommande, comme la personne est avec nous dans les services pendant longtemps, de les refaire au besoin si sa situation évolue. Puis on recommande aussi de s'assurer d'avoir une autre évaluation pour aller plus loin, parce qu'on se dit, si la personne a un trouble persistant, il y a peut-être un petit quelque chose qui explique qu'elle est prise dans un trouble persistant. Sinon, à force de persister dans sa consommation, il y a peut-être un petit quelque chose aussi qui s'est détérioré ou qui ne va pas bien. Ça peut être une évaluation des capacités adaptatives, ça peut être une évaluation beaucoup plus précise, comme au niveau d'un trouble de santé mentale particulier. Le plan d'intervention est plus centré sur le maintien des acquis, sur éviter la détérioration que sur une acquisition de l'abstinence ou même, à la limite, une modification de la consommation. On essaie juste d'éviter que ça aille pire pour que la personne maintienne qu'est-ce qu'elle a encore. Il y a une prise en charge de l'ensemble de l'équipe dépendance. Donc, il y a un gestionnaire de cas, mais l'ensemble de l'équipe est mise à contribution. Le rôle des partenaires et des proches qui est important dans tous les programmes, mais particulièrement dans celui-là, parce que c'est des gens souvent qui sont désaffiliés, qui n'ont pas beaucoup de partenaires, qui n'ont pas beaucoup de proches non plus autour d'eux. Donc, on travaille à les maintenir, puis même, idéalement, à créer d'autres liens. Ensuite de ça, on propose quelques activités, mais très peu parce que c'est une clientèle là, qui est peu réceptive à des activités très structurées et très structurantes. La fréquence des rencontres, un peu comme Myriam le disait, c'est des rencontres qui varient beaucoup selon la difficulté de l'usager. C'est des usagers qui parfois sont satisfaits de venir au mois et demi, puis qu'à un moment donné vivent un épisode de déséquilibre, puis ressentent le besoin de venir un petit peu plus fréquemment. Fait qu'on le dit dans le programme que c'est normal, qu'il faut que l'intervenant ait cette flexibilité-là. L'accès au sevrage, au service de sevrage, service d'hébergement, il doit être balisé. Dans le fond, il doit faire l'objet d'une discussion clinique avec les services d'hébergement parce que nos persistants ont vécu beaucoup d'épisodes de sevrage. Normalement, leur plan d'intervention actuellement n'est pas orienté au niveau de l'acquisition de l'abstinence. Fait qu'il faut vraiment cadrer c'est quoi les avantages, puis un peu un calcul de coût-bénéfice aussi de revivre un nouveau sevrage. J'ai fait un suivi de l'utilisation et de l'implantation du sous-programme. Dans le fond, je suis allée voir dans les dossiers d'usagers qu'on avait inscrits en troubles persistants. Donc, je vous fais le portrait rapidement. La première colonne, c'est la mesure au début de l'implantation du programme, donc après 3 mois en août 2021.
La deuxième mesure, c'est vraiment très, très, très récemment, là, donc dans les 3 derniers mois. On ne fera pas toutes les carrés. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'on continue d'inscrire des usagers à ce programme-là, donc ça répond encore à un besoin. La distribution des sexes était un peu bizarre là, dans le dernier échantillonnage, en tout cas, correspondait moins à la littérature, probablement parce que mon échantillon était petit ou c'était un addon. Donc, la provenance puis les intervenants pivots, je trouvais ça important aussi de le sortir parce que on voit qu'il y a plusieurs intervenants qui inscrivent des usagers dans ce programme-là. Donc, plusieurs connaissent le programme et l'utilisent. Puis, les 2 dernières lignes, dans le fond, c'est que je me suis assurée qu'il y a une présentation de validation, donc il y a l'échange clinique préalable avant l'inscription. Dans la première période, là, il y en avait un petit peu moins que dans la deuxième, donc on s'est amélioré, c'est rassurant. Il y a encore un petit bout à faire. En même temps, ma source était les notes au dossier. Fait que ça se peut qu'il y ait eu plus d'échanges cliniques puis qu'il ne l'ait pas écrit. Parfois, les intervenants n'écrivent pas toutes leurs choses dans leur dossier. Donc, les indicateurs de troubles persistants, dans le fond, c'est le même principe. Je regardais dans le dossier de l'usager voir si, à la lecture du dossier, ça faisait du sens, puis ça ressemblait à un portrait clinique de troubles persistants. Il y en avait un petit peu moins qui fitaient dans le premier échantillon. Maintenant, il y en a plus, donc ça aussi, c'est rassurant. Les gens ont compris ou semblent avoir plus compris les personnes admissibles et le programme. Actuellement, les gens dans le sous-programme troubles persistants, on a 23 dossiers. Donc, ça, c'est les gens qui sont inscrits actifs actuellement. Beaucoup plus d'hommes que de femmes. Encore une belle distribution au niveau des intervenants, des points de service. La durée moyenne du traitement, mais c'est des gens qui sont actuellement en traitement, est de 7 mois. Donc, ils vont dépasser 7 mois. On va répondre aux questions à la fin, sinon je vais désorganiser la suite, puis ça serait pas gentil. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant de le dire. Dans le fond, dans l'ensemble de nos dossiers adultes, ça représente 1,2% des gens en traitement. Quand on a pensé de mettre ça en place, il y avait une crainte là, que ça soit une chire, puis qu'on inscrive tout le monde dans ça, puis tout ça. Finalement, non, ça répond à des besoins, mais en même temps, les gens se sont pas mis à inscrire de façon massive. Donc, c'est un programme qui est quand même récent, qui est en constante évolution. On a voulu le lancer rapidement parce que le besoin était là, était nommé quand même depuis un bout de temps. Il y a encore des ajustements à faire. On va continuer de faire un suivi de l'utilisation, de l'implantation de ce programme-là. Je vais ajouter à ce suivi-là probablement une révision des plans d'intervention pour m'assurer que les objectifs dans les plans d'intervention font du sens aussi avec les objectifs du programme. Puis pour voir plein d'autres affaires au niveau des plans d'intervention aussi, sans doute. On va s'assurer aussi d'offrir un support clinique, on le fait déjà, mais pour les inscriptions au programme, pour la gestion des attentes des proches et des partenaires aussi. Il y a des intervenants qui sont mal à l'aise d'inscrire quelqu'un en trouble persistant encore. Ils ont l'impression d'annoncer à quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il essaye d'arrêter de consommer, que finalement ça ne marche pas. C'est sans doute, j'imagine, mais il y a ce malaise-là quand même qui existe. Puis pour la gestion des attentes des proches et des partenaires, il y a encore beaucoup de proches et de partenaires pour lesquels la seule solution, c'est de travailler à avoir une abstinence. Donc, sinon, parfois, la personne ne reçoit pas des services ou ne reçoit pas de la visite. Donc, il y a un bout à faire aussi à ce niveau-là. On va ajuster le sous-programme là, selon la recommandation des intervenants, notamment au niveau des activités, peut-être en rajouter ou en modifier. Puis, on va se questionner éventuellement sur je ne savais pas comment les appeler, les troubles moins persistants, mais persistants quand même. Donc, la différence de pourcentage entre moi et Myriam, est-ce qu'il faut bonifier nos programmes actuels avec peut-être un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de longueur? Est-ce qu'il faut les inscrire dans ce programme-là qui est quand même très, très large là, en termes de durée possible? Fait qu'on va regarder, voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et je passe la parole à mes collègues du Rucher. Prends-tu toi aussi un micro, Geneviève? Ben oui, OK. C'est la patente. Ah oui. Tu gères ça, Geneviève? C'est moi qui gère. Oui. Ça fonctionne-tu? Je ne suis pas sûre que c'est juste lui qui fonctionne. Alors, merci, mesdames. Donc, le Centre Le Rucher, c'est un centre de traitement des dépendances au long cours d'une durée de 6 mois. On se situe dans la capitale nationale. On s'adresse aux personnes présentant des TUS. Tantôt, tu disais 1,8, toi? Des TUS. En fait, nous,
quasi-totalité de notre clientèle présente un TUS persistant. On vient de faire les dernières statistiques pour notre rapport annuel et c'est 92% là, de nos résidents qui présentent des troubles concomitants. L'an dernier, c'était 96%. Donc, on peut dire que c'est quand même un bon pourcentage. On s'adresse aux hommes et aux femmes adultes présentant un problème de dépendance, alcool, médicaments, drogue. Geneviève, moi, quand je pars et qu'il faut que je suive ça, ça ne marche pas. C'est ça, bon. Voilà, donc notre clientèle, c'est vraiment une clientèle avec des besoins énormes, des besoins qui sont spécifiques, mais qui se rejoignent tous. En fait, là, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, une problématique de judiciarisation, problématique santé mentale, problématique au niveau de la dépendance, parfois de la sexuelle. Il y a des gens aussi qui ont des troubles au niveau de les habiletés parentales. On a un fort pourcentage aussi des gens qui prennent un traitement de substitution. Là, ce matin, ça fait référence à ça. Nous, on a l'accréditation pour offrir la Suboxone et la méthadone. On a un pourcentage de notre clientèle qui sont sous ce traitement. On est certifié là, par le CIUS de la capitale nationale depuis 2012. Tu veux-tu y aller? Donc, finalement, notre clientèle est exactement la clientèle décrite par Myriam plus tôt, donc avec un trouble persistant qui, en fait, souvent aussi, ont fait plus qu'une thérapie et de nombreuses thérapies. Et on va en parler un peu plus loin, là, mais souvent, c'est des gens aussi qui sont revenus plus d'une fois chez nous, soit qui n'avaient pas complété complètement le programme, ou ils l'ont déjà complété, mais ils ont été X temps à l'extérieur et ils reviennent des fois pour soit une autre substance parce qu'il y a eu un transfert de dépendance, ou bien juste pour poursuivre là, avec la même dépendance. Et taboy, j'avais dit. Oui, c'est ça. Oui. En fait, ce qu'on trouve intéressant là, dans notre petit tableau, là, c'est, enfin, on voulait justement vous dire que, en fait, l'anxiété, là, tout le monde sait que c'est un fléau, là, que les gens sont tous anxieux, troubles de dépendance ou pas. Donc, cette année, il y avait 100% de nos femmes qui présentaient de l'anxiété, des troubles anxieux ou des crises de panique, 87% chez les hommes. Dépression, symptômes dépressifs, c'est très présent aussi. Diagnostic psychiatrique, donc 93% chez les femmes, 90% chez les hommes. Et cette année, on trouvait intéressant de souligner, là, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie ou peu importe, mais c'est la première année qu'on a, au niveau des troubles alimentaires, une portion plus grande d'hommes que de femmes qui présentaient ce trouble-là. On avait aussi cru bon de spécifier que les personnes qui sont dépendantes à l'alcool, dans 99% des cas, ont des troubles digestifs et font de la haute pression. On parlait des conséquences au niveau de la santé physique, là. Quand les gens arrivent en traitement, là, souvent à l'arrêt de la consommation, nous, on dit les bobos sortent, là, vous savez, là, les dents, la pression, toutes les autres maladies, ça apparaît. Nous, on a la chance d'avoir un médecin sur place 2 jours par semaine et une infirmière 5 jours semaine. Donc, on a du soutien beaucoup auprès de nos résidents pour ça. Ah, c'est moi les stats, oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à les faire, d'ailleurs. Excusez, j'ai dit ça tout fort, hein, c'est parce qu'on vient de faire le rapport annuel, puis ça a été agréable. Donc, hospitalisation psychiatrique, 64% de nos femmes, 50% de nos hommes, donc en moyenne 57%. Idéation suicidaire chronique avec plan, 40% chez les hommes et les femmes. On a les thérapies antérieures, 96% chez les femmes et 72% chez les hommes. Donc, et les gens qui prenaient de la médication ou qui en prennent encore, c'est 96% des femmes et 72% des hommes. Donc, on comprend que ce sont des gens qui ont utilisé souvent les services ailleurs avant, puis quand ils arrivent au centre Le Rucher, qui s'engagent dans un traitement de 6 mois, c'est parce que là, ils se disent, ouais, j'ai besoin d'une pause plus longue, j'ai besoin vraiment de faire un arrêt. Et souvent, c'est plutôt rare qu'on va être la première référence aux gens. Donc, rapidement, là, notre programme thérapeutique, là, donc un hébergement d'une durée minimale de 6 mois, comptant 5 étapes, là, donc de 5 semaines. Donc, graduellement, les résidents évoluent là, face à différents objectifs. On a aussi été certifié là, pour le programme de réinsertion sociale, qui est une durée, bon, il est marqué maximale de 8 semaines. Présentement, on se rend bien compte là, que nos résidents en demandent plus, donc on a souvent des demandes de prolongation. On s'est adapté. Pour vrai, là, présentement, on en a 10
qui sont là, puis c'est la première fois qu'on a autant de monde, mais ils nous en demandent, c'est le besoin. On a aussi un programme là, de ressourcement ou de suivi externe qu'on appelle. Donc souvent, ils sont en suivi externe, mais ils nous demandent « je peux-tu revenir? Je suis parti trop vite. J'aurais besoin peut-être de partir de façon plus graduelle. » Donc souvent, on est porté, en tant que professionnel, de dire « hey, 6 mois, c'est long. » Puis eux aussi, au début, ils peuvent trouver ça long, 6 mois. Normalement, après la deuxième mois, là, ils commencent à dire « OK, ça avance vite. » Puis rendu à la fin, ils disent « Hey, c'est déjà terminé. » T'sais. Fait que des fois aussi, en tant que professionnel, on est porté, si vous vous référez de l'externe ou quelque chose, de dire « Hey, je peux pas, un peu comme tu disais, je peux pas l'envoyer dans une thérapie de 6 mois, c'est vraiment trop long. » Quand on pense à la persistance et aux 17 ans de Myriam, 6 mois, c'est pas si long que ça, finalement. Donc, et après, ils ont accès là, au programme de réinsertion sociale. Donc, c'est ça nos approches. Ça, c'est bon. C'est bon? Oui. Les objectifs. Vas-y. Donc, j'en ai pas parlé. Donc, permettre à la personne là, de stabiliser son environnement, de préparer la fin de son cheminement thérapeutique. On l'assiste dans ses démarches avec tous les problèmes financiers, légaux, d'employabilité, dans son rôle parental et dans se relocaliser dans son appartement ou autre. Permettre d'établir ou de renforcer un plan de vie qui répond à ses besoins et ses objectifs, tout en tenant compte de ses limites, de vraiment prendre compte de leur dynamique pour leur dire, retourner dans ce milieu-là, j'aimais peut-être bien ça, cet emploi-là, mais c'est pas fait pour moi, il faut que j'accepte que je dois changer. J'essaie d'aller vite parce qu'on a déjà dépassé. Donc, une place là aussi, on disait mettre une pause, donc une place transitoire là, pour voir après le rucher, après ma réinsertion ou même avant, est-ce que je peux intégrer un autre organisme, une autre chose? On a des beaux partenaires, là, il y en a dans la salle, là, on va en parler un peu plus loin. Donc, de leur permettre là, de vraiment voir qu'est-ce qui peut les aider pour se rétablir. Donc, notre programme, rapidement, est divisé, en 5 étapes de 5 semaines où on travaille différents objectifs spécifiques de la personne, mais les objectifs aussi du centre qu'on souhaite que la personne atteigne. Donc, je vais sauter. Je vais juste aller vite. Une chose qu'on trouve importante au Rucher, c'est l'expérientiel. Donc, au Rucher, un milieu de vie. Donc, on est avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout est matière à intervention. Au Centre Le Rucher, on est en partenariat avec le Centre Le Rucher. Donc, les résidents ont des tâches et responsabilités, toujours dans le but d'acquérir des compétences. Donc, ça se peut que vous appelez chez nous puis vous dites, c'est bien compliqué, ça m'a raccroché au nez 2 fois. Ouais, c'est un résident qui est là puis il a à apprendre à gérer son stress, à gérer 4 lignes qui sonnent en même temps, à pas trouver l'intervenant. Donc, toujours être dans un but d'apprentissage. On a des aides cuisiniers avec nos chefs qui apprennent à travailler en équipe, à s'affirmer. Donc, tout ce qui est vu dans les ateliers sont transmissibles dans leurs tâches. Tout est matière finalement à travailler. Vas-y, Hélène, avec les enjeux. Donc, en fait, quand Myriam nous a approchés là, pour son projet de recherche, on trouvait ça vraiment intéressant, ces recommandations, parce que ce sont les défis qu'on vit au quotidien. Donc, principalement, nous, en traitement, ce qui est difficile, c'est l'accès à un psychiatre. Nos résidents ont des troubles concomitants et quand ils ont des besoins de suivi spécifique ou qu'on s'aperçoit que la personne n'a peut-être pas de diagnostic, mais qu'elle aurait besoin d'une évaluation, bien, on l'inscrit au début de son traitement, dans les premiers jours, puis elle quitte après 6 mois, puis elle n'a toujours pas été rencontrée ou évaluée. Donc, la difficulté d'accès, lorsqu'ils ont des épisodes psychotiques en traitement ou lorsqu'ils ont des épisodes suicidaires aussi, ça c'est compliqué. L'accès à des lits transitoires ou au centre de crise, parce que nous, dans le milieu de vie, bien qu'on ait de la surveillance, on ne peut pas les surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand ils ont des idéations, des plans précis, on ne peut pas se permettre de les garder pour leur propre sécurité. Dans ce temps-là, c'est toujours complexe de les référer. On essaie, en tout cas, bref, c'est un enjeu, là, c'est clair. Un deuxième enjeu très important, là, puis Myriam en parlait aussi, là, c'est la collaboration, mais pour la transition après. Souvent, ils quittent chez nous, ils sont référés dans leur région, dans un autre organisme, et là, comme ils disent, il faut tout qu'ils recommencent. Il faut qu'ils recommencent l'IGT. Là, ils nous disent, j'ai travaillé mes blessures avec vous dans telle étape, j'ai fait un bout, puis là, j'arrive à une autre place, puis où je recommence encore à travailler les mêmes choses. Et donc, des fois, là, ça les aide pas. Et souvent, malheureusement, de par les références, ben quand quelqu'un nous les réfère, le dossier est fermé à cet endroit-là. Par contre, l'intervenant qui avait à l'endroit précédent, ça pouvait être une ressource importante qui peut nous aider, qui peut aider aussi le résident quand il est en situation de « Hey, qu'est-ce que je fais? » Des fois, de pouvoir appeler
mon intervenant d'avant et de dire, tu sais, des fois, on a des cues de plus ou peu importe. Et quand je sors d'ici et que je dois avoir un suivi externe, par exemple, mais que là, mon dossier a été fermé, donc là, il faut que je rentre dans, je vais dire, dans la machine et que là, on soit réévalué puis que mon suivi externe avec mon ancien intervenant, qui j'aurais sûrement pas lui non plus, car on est tous dans les manques de ressources, là, tout le monde, là. Donc, ça, c'est un enjeu, là, vraiment important. Oui. On a aussi là, parfois là, les trous de service là, qui amènent à rimer tout ça, c'est plus compliqué. Une méconnaissance des rôles et responsabilités de tous et chacun, des fois le manque de transparence de l'information aussi fait que la personne est transférée chez nous, mais elle n'a pas les capacités pour le faire. Dans ce moment-là, c'est plate parce que la personne vit un échec. Donc, des fois, la transmission de l'information, la confidentialité, c'est toujours un enjeu. Et là, malheureusement, ben, je sais pas trop comment le dire poliment, mais on va le dire comme ça. Mettons qu'on on l'a dompé chez nous, ben, je dis chez nous, mais dans un milieu X, puis là, le dossier a été fermé là, mais la personne n'est pas prête à être dans un milieu de vie. Il faut qu'on se rappelle qu'elle est avec 45 autres personnes. Si ces épisodes psychotiques sont trop importants, bien, ça se peut qu'en individuel, il fonctionnait, ou dans un petit groupe, il fonctionnait bien, mais dans un milieu de vie à 45 personnes, c'est plus difficile. Mais là, quand on essaye de rappeler la personne qui nous a référé, fait que là, on se ramasse avec le résident, on ne va pas le mettre à la porte, mais il faut quand même y trouver une autre ressource adaptée qui va l'aider. Dans les défis et enjeux, on parlait tantôt du capital de rétablissement faible. Donc, nos résidents ont souvent peu de ressources. L'entourage est usé, désolé. Parfois, les délais d'admission, ça fait qu'on perd des résidents. Ensuite, la rétention aussi, c'est un problème, là. Parfois, les gens quittent en cours de traitement. On aurait souhaité continuer de travailler avec eux. Ils sont pas prêts, les envies de consommer, la difficulté du milieu de vie. Les troubles concomitants, problématiques complexes. L'usure de compassion, on en a parlé hier, là, ceux qui étaient présents à l'AGA de la QCD. Donc, les intervenants travaillent au quotidien avec la détresse, la souffrance. On voit aussi de plus en plus de comportements d'impulsivité, d'agressivité. Donc, les gens, parfois, là, se sentent un petit peu dépassés. Bien qu'on offre beaucoup d'encadrement et de supervision clinique, ça demeure exigeant pour les intervenants. La gestion des ressources humaines, j'apprends pas ça à personne, c'est partout. Pénurie de main-d'œuvre, effectivement. Et financement et subventions, faire plus avec moins. Voilà, ça, c'est un gros enjeu. Rapidement, on voulait terminer quand même avec les bons coups, là. On veut dire que Myriam, sa recherche, ses résultats et sa recherche est arrivée au bon moment, car on était en réflexion là, si on diminuait le traitement ou si on poursuivait comme ça. Et là, avec ces recherches, bien que c'est pas tout le monde qui soit d'accord pour les subventions avec des chiffres, mais nous, on les aime bien. Donc, un bon coup, notre durée de traitement, toutes les opportunités d'intervention que ça nous permet là, de les avoir au long cours avec nous comme ça, là. Donc, de pouvoir les voir évoluer comme ça. La thérapie de groupe, c'est vraiment enrichissant. Si je dis que moi, dans la vie, je suis capable de m'affirmer, mais que nous, au dîner, on le voit très bien qu'assis avec son collègue, il est incapable de lui dire que ça lui dérange présentement, bien, nous, c'est des informations là, très enrichissantes. On est du temps? Non, on a dépassé. Non, OK. Donc, l'approche holistique de tout à l'heure dont on parlait, nous, avec notre 6 mois, on a une nouvelle fenêtre d'opportunité. Donc, on peut prendre en charge différentes problématiques dont on vous a parlé tout à l'heure. La pandémie a été très difficile pour nous dans un milieu de vie, mais par contre, ça nous a permis d'user de créativité et on a bonifié notre offre. Donc, on a mis en place des suivis externes par Zoom. On a commencé un groupe d'anciens qui n'existait pas avant. Donc, maintenant, une fois par semaine, les anciens peuvent se brancher. Ils ont accès à un genre de rencontre thérapeutique ensemble. Ce qu'ils apprécient, les résidents, c'est qu'on a un langage commun. On parlait de continuité relationnelle puis d'intervention. Mais les gens qui parlent russéen, ils s'entendent, ils se reconnaissent entre eux. Ça fait du sens et ils apprécient beaucoup ça. On est aussi en train de bâtir une trousse de soutien aux proches, programme d'aide. Et depuis les dernières années, là, maintenant, les employés peuvent au préalable, parce que le financement, c'est difficile pour notre clientèle, appeler les proches, les accompagner dans des démarches pour demander de l'aide, pour avoir des sous pour entrer en traitement parce qu'ils en ont besoin. Puis les gens, parfois, ben, ils pensent qu'ils leur mentent ou qu'ils les utilisent. Souvent, ils ont demandé de l'argent, donc ils sont un peu méfiants. Donc, quand c'est un employé du centre qui appelle, qui rassure, qui explique et tout ça, ben, on a réussi comme ça à négocier avec certains proches pour que la personne arrive en traitement. Voilà. Merci. Merci. Donc, merci. Est-ce qu'il y avait des questions?
Oui. Excusez-moi, je vous demanderais d'utiliser les micros qui sont placés dans les allées de chaque côté pour que les gens en ligne puissent entendre vos questions. Je vais répéter votre question. Vous ne semblez pas vouloir vous lever nécessairement. Non. Donc, monsieur ici il se demandait pourquoi que dans les statistiques, il y avait plus d'hommes que de femmes qui semblaient avoir un problème de consommation. C'est bien ça? En fait, nous, on ne sait pas. Voyons, je vais-tu le faire? Oui, je vais le dire. Notre offre de service fait qu'on a plus de places d'hommes que de femmes. Donc, c'est une des principales raisons. Là, nous, on a 12 lits femmes pour 43 lits d'hommes. Souvent, mes collègues plus anciens disaient que les femmes demandaient moins d'aide. Historiquement, présentement, je pense que c'est de moins en moins vrai. Nous, avec nos 12 lits, là, souvent, notre liste d'attente pour les femmes est plus longue. Avais-tu quelque chose à rajouter sur le sujet? Ça marche? Oui, non, OK. En fait, il y a plus d'hommes qui consomment, donc il y a plus d'hommes aussi qui développent des problèmes chroniques de consommation. Pourquoi il y a plus d'hommes qui consomment? C'est plusieurs facteurs qui expliquent la patente. On en aurait sans doute pour une autre présentation, mais c'est un ensemble de facteurs. Il faut dire quand même que les femmes, effectivement, consultent moins. Puis, tu sais, c'est documenté. Les femmes ont des barrières pour aller chercher de l'aide, entre autres par rapport à la responsabilité des enfants, par rapport à la stigmatisation. Fait qu'il y a plus d'hommes en traitement. Il pourrait peut-être avoir plus de femmes si elles consultaient toutes. Mais c'est ça. Puis c'est un ensemble de facteurs là, qui expliquent qu'il y a plus d'hommes dans des situations de troubles persistants et dans des situations de consommation aussi. Ça met de la pression. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Oui, là, on ne peut plus négocier pour le micro, par exemple. Il va falloir se rendre. On salue votre courage. Merci. Je salue le vôtre. Super présentation, merci. Moi, je viens de l'univers de la dépendance aux opioïdes. Fait que c'est sûr que le suivi long terme et persistant, là, ça nous a toujours beaucoup préoccupés de l'univers d'où je viens. Puis c'est toujours été un peu en filigrane de nos échanges, de nos conversations cliniques. Puis là, je trouve ça super intéressant, votre présentation. Là. Merci beaucoup. Ça rejoint vraiment des intérêts qu'on a en commun. Mais ma question, c'est plus à savoir pourquoi vous avez décidé, c'est une question de base, mais qui me préoccupe, pourquoi vous avez décidé à la base de faire un programme en soi plutôt que transformer votre pratique clinique dans l'ensemble des programmes en dépendance pour s'adresser au fait que la dépendance, finalement, c'est un trouble au long cours, quel qu'il soit? C'est une super bonne question. On s'est posé ces questions-là, en fait. Quand on s'est dit, en comité de travail, on va adresser le trouble persistant, on s'est posé ces questions-là. Puis c'est plus la réflexion, puis c'est pas la meilleure nécessairement, c'est celle qu'on a faite là avec les bonnes intentions qu'on avait, c'est de se dire, on va commencer quelque part. Puis peut-être que de dire, OK, gang, tout le monde à go, on va changer l'approche, ça a été beaucoup. Ce qu'il faut savoir, puis il y a une raison bien bébête et gestion aussi, c'est que si on accepte de garder des gens 7 mois et plus en traitement, au niveau de l'achalandage puis de l'entrée des nouveaux clients, ça a un impact aussi. Fait qu'on n'avait pas les moyens avec les ressources qu'on avait de dire à go, on allonge les programmes pour tout le monde puis tout ça. Fait qu'on est allé avec qu'est-ce qu'on pouvait se permettre au niveau des ressources, au niveau de la gestion de changement des équipes. Puis au niveau aussi de notre souci d'offrir des services quand même rapides au niveau de l'accès. Puis peut-être juste pour préciser, on se rappelle les statistiques que je vous ai présentées au début. Nous, on pense qu'il y a environ 50% des gens, c'est vraiment très sommaire, là, évidemment, on manque de statistiques au Québec, là, mais ces statistiques-là nous montrent qu'il y a environ 50% des gens qui vont mieux 5 ans après avoir reçu des services. Ça nous dit finalement que les services qu'on offre pour environ la moitié des gens sont efficaces. Est-ce qu'on pourrait quand même les améliorer avec certaines pistes là, qu'on propose, c'est l'approche globale, par exemple? Je pense que oui, mais
Je pense que il y a des gens qui nécessitent une autre vision, une autre approche, puis ce sont ces personnes-là qui présentent une problématique au long cours, un profil persistant. Merci pour la question. Je vois pas juste. Super, il nous reste 5 minutes. Parfait, on a encore 5 minutes pour des questions. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne, Geneviève? Il y a une madame, une madame, un monsieur, une madame. OK. Le monsieur se lève pour laisser passer la madame. Ça serait gênant de tomber, là. Oui, c'est ça. C'est par rapport au sous-programme trop persistant. En fait, vous avez parlé un peu des critères cliniques, mais on n'a pas parlé de critères très précis, persistant. Est-ce que vous avez des critères précis pour qu'ils rentrent dans cette catégorie-là ou non? Oui. Bien, en fait, c'est parce que je manquais de temps, fait que j'ai dû couper des affaires. Là, c'est peut-être pas la bonne affaire, j'ai coupé. On a des critères, en fait. On a une liste là, qu'on propose aux usagers en disant ta discussion de cas que tu vas présenter, tu vas la faire autour de ces critères-là. Tu vas nous dire qu'est-ce que tu vois dans ça qui est présent, puis tu vas le documenter. Par contre, il n'y a pas, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé dans la littérature une espèce de questionnaire à cocher, là, comme dans le Châtelaine, là, à partir de 20 points, vous êtes telle affaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de ça pour le trouble persistant, d'indicateurs vraiment de persistance. Fait que j'ai vraiment orienté ça au niveau du qualitatif puis au niveau de la discussion, plus qu'au niveau de compter des critères là, avec la personne. D'autant plus qu'il y a beaucoup de critères qui sont parfois plus des impressions cliniques que des vrais critères. Par exemple, des troubles concomitants au niveau de la santé mentale. Les usagers qui ont des troubles persistants, parfois, c'est pas documenté la présence de troubles de santé mentale, mais les intervenants cliniques voient bien qu'il y a un petit quelque chose. Là. Bonjour. OK. J'aimerais savoir, là, ces changements-là, quels sont peut-être les sujets, les thématiques de formation, de transfert de connaissances qui ont émergé pour s'adapter à la concomitance, à l'aspect chronique, la sévérité, complexité des dossiers, des sujets. Là, je comprends que c'est encore moi, c'est ça? OK. Donc, oui, ben en fait, tu sais, ça aussi, tu sais, moi, c'est en toute humilité que je vous présente qu'est-ce qu'on a fait. Il y aurait eu peut-être d'autres chemins plus faciles. Ce qu'on a fait, dans le fond, pour que les gens s'approprient la démarche, c'est qu'en comité de programmation adulte, on a amorcé une réflexion, donc avec des intervenants qui travaillaient déjà avec des usagers. Fait que la programmation vient d'eux, ben c'était moi qui écrivais, là, mais vient d'eux. Ils étaient d'accord, ils l'ont porté dans leurs équipes, ils ont représenté cette approche-là dans les équipes. Puis il y a eu des activités de formation ou de présentation du sous-programme qui ont été faites par moi. Quand j'ai fait le premier suivi d'implantation, j'ai vu là au niveau des pourcentages, je nommerai pas les équipes là, mais ceux qui avaient mal compris, c'était pas mal tous dans le même coin. Fait qu'il y a eu des je les nommerai pas. Mais tu sais, il y a eu aussi, suite à la révision de dossier, il y a eu des formations qui ont été ciblées avec les gens qu'on sentait qu'il y avait un petit peu plus de difficultés. Puis on s'est mis, on étant moi, je me suis mis disponible pour des discussions de cas aussi pour les gens qui avaient de la misère à comprendre le concept de chronicité ou qui vivaient des malaises par rapport à cette espèce de transition d'approche-là. C'est ça. Une petite dernière. C'est un défi que je voudrais vous lancer. J'ai entendu le mot « il n'y a pas de statistiques au Québec ». J'adore la phrase. J'ai entendu « il n'y a pas de critères vraiment ». Dans l'optique que moi, je travaille sur l'implantation de la banque de données commune en centre de réadaptation dépendance, je vous mets au défi, j'aimerais pouvoir identifier statistiquement le trouble persistant. Ben, on a un match. Oui, je viens vous voir. Merci. Peut-être deux informations complémentaires qu'on n'a pas nécessairement nommées dans les difficultés, mais je trouvais ça important de les adresser. Quand on parle de troubles persistants, on a encore beaucoup de difficultés à mettre les autres services à contribution. On le nommait ce matin dans la conférence, là, toute la stigmatisation. C'est vrai pour la clientèle dépendante, mais c'est d'autant plus vrai pour la clientèle dépendante qui n'identifie pas qu'elle est capable d'arrêter de consommer.
Donc, parfois, l'accès aux services est conditionnel à un arrêt complet de consommation ou à une démonstration de bonne volonté. Fait que ça, c'est un défi qu'on a là, au niveau du traitement des personnes qui ont des troubles persistants. Ils ont besoin de beaucoup de services, puis ils ont beaucoup de portes fermées au niveau des services. Mon dernier message, il doit rester 30 secondes. C'est vraiment triste au niveau du rucher là, qu'il y ait des dossiers qui se ferment, puis que les intervenants aient plus accès à leurs intervenants, puis tout ça. Je veux juste vous dire que nous, à Mauricie Santé du Québec, on a un mécanisme d'accès qui évite ça. Nadia a écrit là-dessus, Nadia de l'Espérance. Fait que c'est ça, je voulais juste le dire que ça peut aider à régler une partie du problème. En fait, toujours dans le but on a tout un objectif commun qui est d'aider notre clientèle, tu sais, fait que peu importe, c'est juste qu'il y ait un meilleur service, tu sais, qu'on peut discuter entre nous pour toujours les accompagner le plus longtemps possible, finalement. Merci beaucoup tout le monde.